Pourquoi voir quelqu'un se justifier crée toujours un malaise? Pourquoi noter les valeurs sur le mur de ton entreprise est une simple mascarade et tout le monde le sait? Bienvenue dans Pouvoir et Influence, le podcast du dimanche à 10h30, dans lequel on dévoile les plus grandes stratégies d'influence et surtout comment t'en servir pour devenir plus impactant et aller au bout de tes ambitions en maîtrisant les dynamiques sociales. Tu t'es certainement déjà retrouvé dans la situation où tu as un interlocuteur qui doute de toi. Ça peut être un client, ça peut être un partenaire, mais inévitablement ça t'est déjà arrivé. À ce moment-là, on a toujours un moment de malaise, et dans ce moment de malaise, on commence à se justifier. On commence à essayer de prouver notre valeur par les mots, et bien souvent, ça termine en malaise. Parce que même si on a des bons arguments, même si on est parvenu à prouver de manière rationnelle qu'on est finalement meilleur que l'autre pensait, on sort toujours sali de ce débat. On sort sali de ce débat sans savoir exactement pourquoi, parce qu'on se dit, pourtant, j'ai dit toutes les bonnes choses, j'ai dit tout ce qu'il fallait, mais il semblerait que ma crédibilité ait baissé. Et ça, tu as déjà certainement entendu qu'il fallait prouver tout ce que tu dis par tes actions et non pas par la parole. C'est une grande leçon qui est plutôt destinée aux enfants. On se dit que voilà, on l'a déjà assez entendu et qu'on n'a pas besoin de le réentendre. Et pourtant, ça fait partie des 48 lois du pouvoir et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Et ce que je compte faire dans cet épisode, c'est te montrer que cette leçon qui semble être un truc un peu enfantin, de prouver par les actes et non pas par la parole, c'est bien plus qu'une petite fable qu'on peut raconter à nos enfants quand ils ont 4 ans, c'est bien plus que ça, et je vais te montrer pourquoi. Dans ce 9e épisode de la série 48, on va voir les 6 grandes raisons scientifiques et évolutionnistes pour lesquelles il vaut toujours mieux prouver par l'action que par les mots. Et en deuxième partie, on verra les 9 manières concrètes d'utiliser cette nouvelle connaissance pour faire des preuves cinglantes par l'action. Avant de commencer et de rentrer dans l'épisode, je te rappelle que c'est super cool de noter le podcast 5 étoiles sur iTunes ou sur la plateforme de ton choix. Ça nous aide à découvrir, à se faire découvrir par de nouvelles personnes, à faire en sorte que de nouvelles personnes découvrent Pouvoir et Influence et puis puissent elles aussi bénéficier des conseils que je donne ici. Donc si tu as trouvé ça cool, si t'es déjà là depuis 9 épisodes, va mettre une note. Je sais que c'est hyper chiant, je sais que c'est hyper mal fait, mais vraiment ça nous aide beaucoup et c'est vraiment top. D'ailleurs on a dépassé les 10 évaluations au moment où j'enregistre cet épisode, donc merci infiniment à tous ceux qui l'ont fait. Donc maintenant, c'est parti. On rentre dans les 6 grandes raisons scientifiques pour lesquelles il vaut toujours mieux prouver par l'action que par les mots. Je sais pas si parfois c'était déjà arrivé d'être dans une situation où tu as du mal à devenir le leader. Ça peut être dans ton entreprise, ça peut être à la maison, ça peut être avec des amis, mais je sais pas si je suis sûr que tu en as déjà rendu compte, dans toutes les situations de la vie, il y a un leader et on le suit. Que ce soit en couple pour aller au cinéma ou aller faire du bowling, il y en a un qui décide à la fin et il y en a un autre qui suit. Et celui qui décide, c'est le leader. Et souvent, je reprends encore l'exemple de la cour de récréation, on a l'impression qu'il y a des leaders nés, des personnes qui sont conçues pour donner des ordres, qui sont conçues pour qu'on les suive. Et en tout cas, si une chose est sûre, c'est que l'école ne nous apprend pas ça. C'est dans la cour de récréation, il y a des enfants qui se débrouillent bien et d'autres qui se débrouillent moins bien, mais dans la classe, jamais une maîtresse va t'apprendre à devenir un leader. D'ailleurs, ce serait assez paradoxal qu'on nous apprenne ça, parce que finalement, être un leader, c'est pas un truc qui est réservé à la masse, c'est un truc qui est réservé à uniquement quelques personnes qui vont pouvoir diriger. Mais d'un autre côté, tu t'en es certainement rendu compte comme moi, être un leader, ça sert dans tous les moments du quotidien et c'est pour ça que tout ce qu'on va faire aujourd'hui va te servir dans tous les domaines de ta vie et bien sûr, en particulier, le côté professionnel. Le problème, justement, c'est que en pensant que c'est inné, en voyant que l'école ne nous l'apprend pas, on finit peut-être par avoir une certaine résignation et on se demande comment on pourrait bien faire pour réussir à devenir des leaders, pour réussir à apprendre ce truc-là. Souvent, ces règles sous-jacentes, elles sont transmises à certaines personnes seulement. Certains élèves à l'école ont ce truc-là, ont ces règles-là par la chance ou alors par un côté génétique, on ne sait pas trop pourquoi, mais ce sont des leaders nés et d'autres c'est plutôt par leur milieu social parce que évidemment quand tu as tous les codes de la société, c'est beaucoup plus simple de devenir un leader que si tu ne connais absolument pas toutes les normes qui nous régissent.
Donc au lieu d'être dans les évidences qu'on nous répète tout le temps de tu dois avoir la tête droite, tu dois être assertif et tu mets les épaules en arrière pour être un leader, on va aller bien plus au fond, dans des domaines bien plus fondamentaux, et je vais te donner les 6 règles dont on ne parle jamais et qui pourtant vont faire une différence cruciale dans ta crédibilité. La toute première règle, c'est que tout le monde déteste être convaincu. Je pense que tu t'en es rendu compte. Fondamentalement, on a toujours une sorte de résistance face aux idées des autres. Quand on a une conviction de départ, c'est extrêmement difficile de nous convaincre de changer et d'aller dans la position opposée. Peut-être même que parfois tu te surprends à ne pas vouloir être convaincu parce que simplement tu n'as pas envie de changer d'avis, même si les arguments d'en face sont cohérents. Et si toi ça t'arrive, tu imagines bien qu'aux autres ça leur arrive évidemment aussi. Et du coup, dès qu'une personne te fournit une idée qui vient d'elle et qui est en opposition avec les tiennes, il y a toujours un doute. Il y a toujours quelque chose qui te dit « mais peut-être qu'elle n'a pas raison et peut-être que c'est moi qui avais raison ». A l'inverse, quand on produit nos propres conclusions personnelles, on est bien plus à même d'être convaincu et bien plus à même de garder cette nouvelle opinion qu'on vient de se faire. L'autre raison pour laquelle on aime résister aux idées des autres, c'est que être convaincu laisse un goût amer. Finalement, être convaincu, c'est comme une sorte d'insulte à notre intelligence. C'est le côté égo de cette partie. Parce que quand on découvre une information par nous-mêmes, on a cette impression d'intelligence. On a cette impression de pouvoir comprendre par nous-mêmes et de pouvoir nous-mêmes finalement subvenir à nos propres besoins de compréhension. Alors que quand quelqu'un nous sert quelque chose sur un plateau, nous sert une idée toute faite, on ne peut que s'en saisir, mais on n'en sera jamais le créateur. On sera toujours une sorte de personne, de sensu qui se greffe sur quelqu'un d'autre, mais jamais l'initiateur, jamais le leader. Et donc parfois, on peut avoir tendance à accepter des idées simplement par politesse, simplement pour ne pas heurter, simplement pour rentrer dans le groupe. Mais c'est pas pour autant qu'on a envie d'être convaincu, et c'est pas pour autant qu'on n'a pas un goût amer du fait de ne pas être le créateur de cette idée. Ce que je te dis là, peut-être que ça te semble un petit peu extrême et que tu te dis non mais attends, je veux bien qu'on ait tous un ego, mais là c'est quand même un petit peu extrême et moi je suis pas à ce point-là. C'est peut-être le cas, mais bien souvent, on a du mal à se rendre compte à quel point notre ego est puissant et à quel point il nous fait faire des trucs un petit peu bizarres. Donc ce que je t'invite à faire, c'est donner le bénéfice du doute à cette information et à tester, regarder. Est-ce que tu es facilement convaincu par les autres ? Est-ce que tu n'as pas un petit doute qui subsiste quand quelqu'un essaie de te convaincre de quelque chose ? Ce côté du goût amer, il est encore plus vrai quand c'est un supérieur. Quand tu convaincs un supérieur de quelque chose, là, il se sent un petit peu vaincu. Et on peut souvent dire ou souvent lire dans les médias un truc du genre le patron a flanché. Il a été convaincu par un cadre ou par une personne qui était, entre guillemets, inférieure à lui. Et donc ça, on va à tout prix l'éviter, non pas uniquement pour éviter de faire les titres dans les journaux, mais aussi parce que, évidemment, si ça fait les titres dans les journaux, ça veut dire que socialement, c'est quelque chose qui est assez grave, si je puis dire, et qui a de l'importance de pouvoir être convaincu par les autres. Donc le mieux pour toi, c'est de jouer long terme, c'est de préserver l'ego des autres, parce que même si une personne semble être d'accord maintenant, si tu as blessé son ego, tu risques de te prendre des représailles dans la tronche assez rapidement et assez violemment. Et certainement à un moment où tu ne t'y attends pas parce que tu ne t'es pas rendu compte que tu avais blessé l'ego de cette personne. En plus, tu le sais comme moi, quand une personne se sent acculée, elle a toujours tendance à trouver des arguments un peu fallacieux qui n'ont aucun sens, et donc ça ne sert à rien d'argumenter. La dernière recommandation que j'ai par rapport à cette règle, c'est finalement de choisir tes combats, de choisir ce qui vaut le coup d'argumenter, ce qui vaut le coup de dépenser ton énergie, de ce qui en vaut beaucoup moins la peine, et des points sur lesquels tu pourrais économiser de l'énergie pour d'autres choses. La seconde règle, c'est que se convaincre à un niveau profond suppose une démarche personnelle. C'est un petit peu la suite de la première règle. C'est ce côté de la sensation de contrôle. Je te l'ai dit, quand une personne te convainc de quelque chose, tu as l'impression que cette idée n'est pas vraiment à toi. Tu as l'impression finalement d'avoir une petite distance avec cette idée. Et c'est exactement la même chose quand tu n'es pas pleinement convaincu. Je suis certain que tu as déjà abordé des concepts qui étaient très intéressants, des choses passionnantes, des nouvelles idées fraîchement lues dans un livre, et puis tu t'es dit mais ça a l'air vraiment très vrai cette chose-là. Ça a l'air vraiment vrai, et puis une semaine,
2 semaines, 3 semaines plus tard, tu te reposes la question et tu te demandes si tu as vraiment appliqué ce que tu avais prévu, si tu as vraiment implémenté des choses que tu as lues, et puis finalement tu te rends compte que pas grand-chose ne s'est mis en place. Que le statu quo est resté, et que finalement cette idée qui te semblait si intelligente et si parlante n'a pas réussi à faire son chemin dans ton quotidien. Et ça pour moi c'est la différence entre deux types de convictions. La conviction émotionnelle, la conviction profonde, et le simple savoir intellectuel. Quand tu as une conviction profonde et émotionnelle, l'élément qui fait l'objet de ta conviction est une évidence pour toi. Si je te dis qu'il faut dormir 8 heures, peut-être que tu es d'accord, mais peut-être que ce n'est pas vraiment une évidence. Quand je dis que ce n'est pas une évidence, ça veut dire que peut-être que dans ton quotidien, tu ne mets pas tout en place pour faire en sorte de pouvoir dormir 8 heures. Ça veut dire que tu as une conviction mentale, mais pas une conviction émotionnelle. Et cette conviction émotionnelle suppose une forme d'expérience. Elle supposerait, par exemple, dans le cas du fait de dormir 8 heures, que tu te rendes compte que tu dors 8 heures pendant 2 semaines à suivre et que tu te sens hyper bien, que tu as une productivité énorme, que tu as des performances sportives qui, elles aussi, dépassent tes performances habituelles, et que finalement, tu te convainques toi-même que oui, dormir 8 heures, ce n'est pas qu'une théorie, ce n'est pas que un truc que tu peux lire sur un blog, mais c'est réellement une réalité concrète que toi-même tu as intérêt à appliquer. Et sans cette réalisation, sans ce constat par l'action, impossible de réellement changer, impossible de progresser dans tes croyances. Un des savoirs qui m'a le plus marqué dans cette zone-là, c'est la théorie du systéma. Le systéma, c'est un art martial russe que je pratique personnellement, et dans cet art martial, on nous explique au tout départ que frapper en ayant le bras complètement détendu augmente l'impact de la frappe. Quand je te l'ai dit, tu as certainement eu un petit mouvement de recul en te disant « mais comment ça ? Comment est-ce possible ?» Parce que toi, dans ton imaginaire, tu vois un boxeur qui arme son cou et qui frappe avec violence, avec tension, avec volonté. Alors que moi, je te dis l'inverse. Et évidemment, comme tu as cette image du boxeur, je l'avais aussi. Et donc au moment où on m'a dit qu'il fallait frapper de manière détendue, certes, je pouvais le croire, parce que la personne était crédible, parce que quand elle me mettait un coup, je le sentais fort. Mais ce qui m'a réellement convaincu de cette chose-là, c'est quand moi-même, j'ai mis ce coup. Quand moi-même, j'ai porté ce coup une fois de manière tendue, et puis suite à des semaines et des semaines d'entraînement, réussir à frapper de manière détendue et me rendre compte de l'impact 1000 fois supérieur. Alors peut-être pas 1000 fois, hein, j'exagère un petit peu, mais c'est indescriptible. C'est une sensation que j'ai ressentie et qui fait que maintenant, je suis pleinement convaincu de ce truc-là et que maintenant, c'est évident pour moi que frapper de manière détendue, ça permet d'avoir plus d'impact que frapper de manière tendue. Mais ça, évidemment, comme je te le dis à toi, à part si tu es pratiquant de systéma, tu ne peux pas le concevoir. Et même si je pouvais t'en convaincre par les mots, jamais tu n'en serais convaincu au fond de toi. Et jamais, si je te disais « mets-moi un coup dans un an », tu repenserais à ce truc-là et tu mettrais un coup avec le bras détendu au lieu de tendre le bras comme un boxeur. Ça te montre à quel point l'expérience et la démarche personnelle sont importants dans le développement d'une croyance profonde. La troisième règle, c'est que les gens honnêtes n'ont pas besoin de le crier sur tous les toits. Je suis certain que tu as déjà entendu cette petite maxime-là qui dit « La culture, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. » Et c'est exactement pareil avec l'honnêteté. Plus tu es un escroc, plus tu as intérêt à dire que tu es un escroc, que tu es honnête, parce que pour toi c'est pas évident. Alors qu'une personne qui est intrinsèquement honnête est profondément honnête. Elle n'a même pas besoin de le dire parce que pour elle c'est une évidence. C'est exactement pareil qu'une personne qui serait en train d'étaler ses diplômes ou d'étaler ses connaissances en permanence. Elle démontre plus un manque de confiance qu'une réelle compétence. Il y a aussi un autre cas que j'ai envie de t'exposer ici, même s'il ne nous concerne pas directement, c'est le cas de la musculation. J'ai rencontré une coach sportive qui s'intéresse fortement à la psychologie et à l'impact des traumatismes de l'enfance sur la manière dont les gens font de la musculation. Et elle m'a expliqué que, en regardant une personne dans une salle de sport, elle pouvait savoir d'où venait sa motivation profonde de faire de la muscu, parce que finalement, elle avait remarqué
que les personnes qui avaient des très gros muscles, souvent ça venait d'un traumatisme qui était similaire. Peut-être qu'ils avaient eu peur, peut-être qu'ils avaient été harcelés à l'école. À l'inverse, certaines autres personnes avaient des musculatures très harmonieuses, très belles, mais pas excessives. Et là, c'était peut-être un problème d'image avec elles-mêmes, peut-être un problème de séduire des femmes. Et j'ai trouvé cette explication très éloquente et intéressante, parce que finalement, les muscles sont une sorte de démonstration de ce que tu veux être, ou de ce que tu es vraiment. C'est exactement comme porter le costume. Porter le costume, ça dénote une appartenance. Exactement comme porter des muscles, sauf que c'est le corps directement. On pourrait aussi parler de porter des tatouages. Ça démontre de quelque chose. Ça transmet une information. Et parfois, tu transmets cette information avant de la croire vraiment. Tu montres cette musculature imposante avant même de te sentir confiant et à l'aise. Ça peut être une étape, mais ça peut être aussi une formidable manière de dissimuler ce mal-être que tu as et cette conviction que finalement tu n'as pas tant de valeur que ça. Finalement, la conclusion de tout ça, c'est que prouver une compétence, ça ne marche pas avec les mots. Ça marche par l'action, ça marche par la démonstration. 4e règle, l'homme est inspiré par les actions et les attitudes, et certainement pas par les mots. Là, je vais utiliser un exemple très rapide pour t'expliquer cette règle. Dès que tu es enfant, tu apprends par mimétisme, et par observation, mais pas par ce qu'on te dit. Tu le sais très bien. Tu as beau dire à un enfant de ne pas crier, de ne pas courir partout. Si tu lui dis « Arrête de crier !» évidemment, l'enfant ne comprend pas. Parce que tu viens de lui dire, en criant, d'arrêter de crier. Donc l'enfant se rend compte que pour avoir de l'importance, pour avoir de la puissance, il a besoin de crier. Parce que toi-même, quand tu veux en avoir, tu cries. Et finalement, ce que l'enfant retient, ce ne sont pas les mots, c'est l'attitude. On dit aussi souvent que les enfants sont le meilleur miroir de leurs parents. Parce que une mauvaise habitude, un mauvais comportement, une petite manie se reflètera fois 1000 dans l'enfant qui l'apprendra comme quelque chose de positif parce qu'il voit ses parents comme un modèle et c'est bien normal. Donc ce qu'on remarque ici, c'est que dès qu'on est enfant, on est conçu pour le mimétisme, on est conçu pour l'observation des comportements des autres. Et c'est pour ça que les profs sont en train de devenir un petit peu has-been. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut des coachs, on veut des mentors, on veut des gens qui nous inspirent. Et les gens qui nous inspirent, c'est pas uniquement parce qu'ils nous donnent des bons conseils, mais c'est aussi par leur manière d'être. C'est aussi parce que, si par exemple la semaine de 4 heures de Tim Ferriss a eu autant de succès, c'est parce que les gens s'imaginaient comme Tim Ferriss sur la plage, travaillant 4 heures par semaine, même si lui ne l'a jamais fait, mais peu importe. Ce qui compte, c'est le mythe qu'on croit. Et donc aujourd'hui, que tu sois un entrepreneur, un créateur de contenu ou un donneur de conseils, ce qui compte bien plus que les mots, c'est les actions que tu vas montrer. C'est ce que tu vas pouvoir prouver. La 5e règle, c'est de toujours chercher à alimenter l'ego logique. Dans la société aujourd'hui, on survalorise la logique. La preuve étant que les études les plus prestigieuses sont celles qui contiennent des mathématiques. Aujourd'hui, après la réforme du bac, les filières n'existent plus, mais tu te rappelles comme moi des filières S, ES et L, et du prestige supérieur de la filière scientifique, de la filière logique, de la filière mathématique. Et au-delà même de ce mouvement de société, je pense qu'on aime tous les raisonnements logiques. On aime tous avoir les étapes qui justifient la conclusion qu'on a acceptée. On aime tous se rendre compte qu'on est cohérent, logique et intelligent. Cette règle-là nous donne plusieurs armes redoutables. La première, c'est que les humains aiment la logique, mais ils aiment surtout trouver la conclusion eux-mêmes. Ce qui veut dire que toi, de ton côté, tu peux faire 90% du chemin pour prouver quelque chose, laisser la conclusion à ton interlocuteur et lui donner les lauriers d'avoir trouvé la solution. Alors que finalement, tu auras réalisé la majorité du chemin qui t'aura permis de le convaincre d'une manière profonde. Avec ça, tu auras 2 conséquences positives. La première, c'est que tu flatteras l'ego de la personne qui aura l'impression d'avoir trouvé la solution par elle-même et qui sera donc bien plus attachée à cette solution que si tu lui avais directement donné. La deuxième, c'est que tout le monde a fondamentalement peur de paraître incohérent. Et donc savoir qu'il pourra donner une justification à sa croyance est toujours très rassurant pour la personne que tu cherches à convaincre.
Si par exemple je te dis « il n'y a qu'une seule espèce d'être humain aujourd'hui sur Terre », tu pourrais me rétorquer « ah oui, et pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu peux affirmer ça ? Comment est-ce que tu peux affirmer ça ? Donne-moi des preuves. » Alors que si je te dis « il n'y a qu'une seule espèce d'êtres humains sur Terre », parce que les Homo sapiens ont exterminé les autres espèces de type Néandertal, etc., il y a quelques dizaines de milliers d'années. Tout de suite, la croyance que je viens de te donner, qu'il y a une seule espèce d'être humain, qui se trouve être vrai, vient d'être fondée dans quelque chose, dans un argument logique que toi-même tu pourras utiliser et que toi-même tu pourras te vanter de connaître auprès des personnes à qui tu parleras de ce que je viens de te dire. La 6e règle, je suis certain que tu la connais si tu es un auditeur assidu de Pouvoir et Influence, parce que j'en parle, j'ai l'impression d'en parler à tous les épisodes. Cette règle, c'est que le cerveau feignant cherche des raccourcis. Avant, les êtres humains, comme les singes, comme les autres types d'animaux, vivaient dans des petits groupes d'individus. Ces petits groupes, d'une vingtaine à une cinquantaine de personnes, permettaient à chaque individu de connaître tout le monde. Ça veut dire que quand tu croisais une personne de ton groupe, tu la connaissais forcément. Maintenant, notamment avec la mondialisation et puis les immenses entreprises qui se créent partout, nos communautés sont géantes. On a donc besoin de certains raccourcis pour juger les gens très rapidement. Puisque maintenant, tu peux rencontrer une personne que tu ne connais pas. Alors qu'avant, c'était facile, parce que tu connaissais déjà la réputation de la personne, mais aujourd'hui, tu ne peux plus tout connaître, tu ne peux plus connaître la réputation de chaque personne que tu vas croiser dans la journée. Pour ça, notre cerveau est très fort, notre cerveau est en mesure de créer des raccourcis. Je t'ai déjà parlé du livre Système 1, Système 2 dans de précédents épisodes. C'est un excellent livre de Daniel Kahneman qui est sur la psychologie et sur les biais cognitifs. Il nous parle notamment d'un cerveau à 2 vitesses. Le système 1 qui est extrêmement rapide, qui prend des raccourcis, qui utilise des stéréotypes et des clichés, et qui nous permet finalement de diminuer notre charge mentale et de nous sentir beaucoup mieux, parce que si on avait besoin de réfléchir à tout, ce serait compliqué. Et le système 2 qui nous permet de réfléchir rationnellement, de prendre du recul et d'avoir des réflexions construites, posées, non basées sur des stéréotypes. Ces 2 vitesses du cerveau ont une conséquence très importante. Comme on est toujours en mode économie d'énergie, on a toujours envie d'utiliser le système 1, le système des raccourcis. Et pour cela, on a besoin de certains indices. On a besoin d'indices pour réussir à cerner la personne en quelques instants grâce aux clichés qu'on a en mémoire. Et ça a été théorisé en économie sous le nom de théorie du signal. Ça m'a fait plaisir de ressortir un peu mes cours de prépa pour te préparer cet épisode, et je vais faire très simple, on va pas du tout partir trop loin. Finalement, la théorie du signal, c'est ce qui fait que le paon fait la roue. Tu sais, l'oiseau qui s'appelle le paon est très connu parce qu'il fait une roue magnifique. En tout cas, le mâle fait une roue magnifique. Finalement, le fait de faire une roue, qu'est-ce que ça démontre ? Le mâle qui a la roue la plus belle, c'est le mâle qui a le plus d'énergie pour pouvoir faire pousser des plumes magnifiques, mais foncièrement inutiles. C'est le mâle qui a le plus de temps pour pouvoir entretenir son plumage et pour pouvoir le faire beau et plaire aux femelles. C'est le mâle finalement qui se donne un désavantage tellement important d'avoir une queue si imposante qu'il montre à quel point il est puissant. Parce que s'il n'était pas aussi puissant et aussi sûr de lui, il ne pourrait pas arborer un tel handicap face aux prédateurs qu'il y a dans la nature. Et donc finalement, rien qu'avec une petite roue de plumes, il peut montrer à quel point il a de la valeur, à quel point il a de la force, et à quel point il est meilleur que les autres mâles qui ont une roue plus petite. Et dans la société humaine, c'est exactement la même chose. Chaque personne, à tout moment, émet un signal. Par exemple, si tu roules dans une belle voiture, tu émets un signal de richesse. Si tu portes des vêtements dépareillés, trop amples et percés, tu émets un signal. Si tu t'exprimes avec clarté et poésie, là aussi tu émets un signal. Et finalement, ce qui est important de retenir, et on va abondamment en parler dans la seconde partie de cet épisode, c'est que tous nos comportements sont des signaux, qu'on le veuille ou non. Ensuite, ce qui compte en plus du signal que toi tu émets, et que tu pourrais simuler, il y a la crédibilité du signal. Le signal est émis par toi,
Et le récepteur, la personne que tu as en face de toi, juge de sa crédibilité ou pas. Donc par exemple, si tu mets un superbe costume que tu as acheté 100 balles, qui brille et on voit tout de suite qu'il n'est pas authentique, tu essayes d'émettre un signal, mais ce signal n'est pas crédible aux yeux de ton interlocuteur. Si tu sors à l'hôtel dans ta Lamborghini et que tu as des manières qui sont assez déplacées et non appartenant à la haute société, on te considérera instantanément comme un nouveau riche et pas comme une personne de valeur, une personne de qualité de la haute société. Si tu te vantes de qualité extraordinaire dans ton milieu et qu'en discutant avec toi on se rend compte que finalement tu n'as pas l'air d'être si bon que ça, le signal manque également de crédibilité. Ensuite, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, mais dans la théorie du signal, il y a aussi la possibilité de faire du contre-signalement. C'est-à-dire de montrer qu'on est tellement au-dessus des autres qu'on peut faire autrement. Il y aurait par exemple le pauvre qui roule dans une vieille voiture Peugeot, le nouveau riche qui roule en Lamborghini, et le mec vraiment hyper riche, genre Bill Gates ou genre Warren Buffett, qui roule dans sa petite voiture qu'il avait déjà depuis 10 ans. Finalement, il nous dit qu'il est tellement riche qu'il n'a même pas besoin de le montrer. Ça, c'est ce qu'on appelle le contre-signalement. Je vais pas trop m'étaler là-dessus parce que c'est pas le but de cet épisode, mais je pense que tu as compris que tout ce que tu fais donne de l'information et c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va creuser dans la deuxième partie de ce podcast. Maintenant que je t'ai donné tous les arguments théoriques qui nous permettent d'affirmer que prouver par l'action est meilleur que prouver par les mots, on va voir les 9 manières concrètes de créer des preuves cinglantes. L'importance de cette seconde partie est capitale, puisque le but va être de te permettre d'utiliser ce principe concrètement, à la fois pour toi dans ton quotidien, mais aussi pourquoi pas dans ton entreprise, et le tout avec des exemples concrets. Je vais essayer d'illustrer tout ça au maximum pour que tu puisses aller voir les exemples et t'en inspirer. En tout premier, on va voir comment utiliser la théorie du signal pour avoir une communication cohérente. Et en deuxième, on va voir les signaux les plus forts pour prouver ta valeur sans dire un seul mot. Je commence donc tout de suite par comment utiliser la théorie du signal pour avoir une communication cohérente. Je pense que tu le sais si tu es ici, la communication cohérente, l'image que tu dégages, c'est ce qu'on appelle aussi le branding. C'est la marque, c'est l'image que les personnes ont de toi à l'extérieur de ton entreprise. Et là, selon la théorie du signal, tu sais que chaque information que tu donnes, chaque comportement que tu as une information, envoie une information à l'interlocuteur. Le type de chaussures que tu portes, tes vêtements, ta manière de parler, ta posture, ton attitude, même ta confiance, donnent des informations essentielles quant à ta crédibilité. Je peux reprendre un exemple très rapide. Si tu es coach en confiance en soi et que tout en toi crie que tu n'as pas confiance, c'est assez normal que tu n'aies pas de clients. Si à l'inverse tu démontres des qualités extraordinaires dans l'art oratoire parce que tu es un orateur exceptionnel et que tu accompagnes des gens dans ce domaine, forcément tu as une crédibilité qui est grande. Ce sur quoi je veux t'avertir ici, c'est que beaucoup de personnes te parleront de fake it until you make it. Ça veut dire fais semblant jusqu'à devenir quelque chose de nouveau. Mais je te conseille de faire attention. Parce que si c'est possible de faker, de faire un peu semblant, c'est difficile de le faire beaucoup. Et si t'es pas aligné avec l'image que tu donnes, ça va se voir. On l'a vu dans la toute première partie, les humains sont câblés pour pouvoir imiter les autres. Et pour imiter les autres, il faut aussi savoir décrypter ce qu'ils font. Et pour ça, pour le côté social, pour décrypter les comportements et les attitudes des autres, on est des professionnels. Donc ce que je te conseille de faire, c'est pourquoi pas d'utiliser le principe fake it till you make it. Donc par exemple, si tu veux devenir banquier, le fait de t'habiller en costume, même si tu n'es pas encore banquier, va grandement t'aider, notamment si tu vas à des entretiens d'embauche. Mais ce que je te recommande surtout, c'est de ne pas avoir besoin de faire semblant, et c'est de réellement travailler sur toi. De réellement faire un travail interne de développement personnel pour découvrir, pour créer, pour changer tes croyances. C'est ce que je fais souvent en coaching. Les gens, tous mes clients, et puis je pense toutes les autres personnes aussi sur Terre, ont des croyances très profondes. On appelle ça les croyances racines, et ça vient de l'éducation, de tes différentes expériences de vie, et finalement c'est toujours renforcé.
Dans le livre Système 1, Système 2, Daniel Kahneman parle du biais de confirmation, c'est-à-dire que si dans ton enfance on t'a dit que créer une entreprise était dangereux, toute ta vie, tu vas continuer à constater les raisons pour lesquelles créer une entreprise est dangereux. À chaque fois qu'un article sortira dans le journal expliquant que créer une entreprise est dangereux, tu le remarqueras et tu diras « Bah oui, je le savais, ça confirme ce que je pensais ». Par contre, tous les succès, toutes les informations qui pourraient aller à l'encontre de cette croyance, tu auras tendance à moins les voir. C'est un biais humain, sauf que même si ce n'est pas un problème de penser que créer une entreprise est dangereux, si toi-même tu veux en créer une, là, cette croyance sera limitante et pourra t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Et à ce niveau-là, faire du fake it until you make it ne marchera pas, tout simplement parce qu'au fond de toi, tu auras cette peur viscérale qui t'empêchera d'avancer. Quand tu vois une personne qui a toutes les méthodes, toutes les techniques, qui sait exactement comment faire pour réussir, mais qui ne réussit pas, ne te pose pas de questions, c'est au niveau de son cerveau, c'est au niveau de ses croyances. C'est des thèmes qu'on aborde en coaching, c'est des thèmes qui sont hyper importants à maîtriser, et même si tu es coach, je t'invite à te faire coacher parce que tu vas voir que le fait d'être accompagné par quelqu'un d'autre te permet toujours d'aller plus loin. J'ai moi-même été bluffé par ça, donc je te recommande vivement de te faire coacher, que ce soit par moi ou un autre, on s'en fout, ce qui est important c'est que tu te fasses accompagner parce que ça va grandement t'aider et ça va te permettre d'avoir cette attitude, cette crédibilité, cet ancrage que tu ne peux pas avoir sans ce travail personnel. Évidemment, ce que je ne t'ai pas précisé, mais que j'aurais peut-être dû préciser, c'est pour ça que je le rajoute, c'est que tout ce qui est branding, ça se travaille au quotidien. Réussir à créer une image de marque cohérente, c'est en partie ce qu'on voit dans chacun des épisodes. Respecter chacune des 48 lois du pouvoir, c'est une manière extrêmement puissante de te créer un branding inoubliable, et surtout cohérent et qui a de la force. Parce qu'on en connaît tous des marques qui ne nous ont pas vraiment marqués, justement, mais on ne les retient pas et elles ne font pas fortune. Alors que les marques qu'on connaît tous comme Nutella, Nike, Coca-Cola, ce sont des identités très fortes et donc des brandings importants. Si tu veux atteindre des niveaux élevés, tu auras besoin de te comporter comme ces marques, de créer une marque forte, crédible, qu'on ne peut pas remettre en question. Maintenant, je vais te parler des attributs à développer pour prouver ta valeur sans dire un mot. Évidemment, la liste que je te fais là, c'est une liste qui n'est pas exhaustive. Cependant, les caractéristiques que j'ai sélectionnées pour toi, ce sont les caractéristiques qui me semblent les plus importantes pour pouvoir asseoir ta crédibilité, en particulier si tu es une entreprise, et encore plus en particulier si tu es une entreprise en ligne qui vend ses services. Le premier critère d'importance, c'est la longévité. Aujourd'hui, les charlatans ne durent pas sur Internet. Les personnes qui sont là pour débuter, pour s'amuser, ne créent pas un business qui dure des années. Et donc la longévité est réellement un critère de choix pour les clients. Si par exemple, tu écris depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, il y a de fortes chances que tu sois une référence de ton domaine. Personnellement, dans la gestion du temps, j'ai écrit pendant 3 ans toutes les semaines et je suis un des plus gros, mais pas parce que j'ai fait un truc spécialement extraordinaire, simplement parce que j'étais là. Parce que j'étais là, parce que j'ai montré que j'existais, j'ai montré que je faisais des choses bien, toutes les semaines, pendant plus de 3 ans. Et ça, c'est quelque chose qui ne s'invente pas. La longévité, c'est extrêmement important et c'est un signal très fort, parce que c'est quelque chose qui est coûteux. Un petit peu à la manière de la queue du paon, faire une vidéo par semaine pendant 3 ans, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Et toi, c'est pareil. Si, imaginons, tu voulais devenir freelance et faire du montage vidéo pour des youtubeurs, moi, ce que je te recommanderais de faire, c'est dès maintenant commencer. Commencer même si tu n'as pas de clients, mais faire une vidéo par semaine, peut-être remonter la vidéo de quelqu'un d'autre chaque semaine, ou alors proposer tes services et montrer sur ta chaîne YouTube à toi que toutes les semaines depuis 1 an, tu fais du montage vidéo et qu'il s'améliore de plus en plus. Et personnellement, j'aurais beaucoup plus tendance à embaucher une personne comme ça, qui peut me montrer ce type de preuve, qu'une personne qui me dit que oui, j'ai fait telle école d'audiovisuel et du coup je suis le meilleur. Parce que le diplôme, ce sont des mots. Ce que je peux voir, ce sont des preuves par l'action. La qualité suivante que je te recommande de montrer et d'arborer pour avoir de la crédibilité, c'est l'aspect qualitatif et profondeur de ton contenu et de tes avis.
On a tous des sujets d'expertise et des sujets qu'on maîtrise beaucoup moins. Le défaut de l'être humain et du français en particulier, c'est de s'étaler sur tous les sujets, même ceux qu'il ne maîtrise pas. Pour ton cercle privé, pourquoi pas? Par contre, pour ta présence en ligne, pour ton entreprise, pour ta crédibilité personnelle, garde-toi bien de parler de ce que tu ne connais pas. Parce que dès que tu ouvres la bouche sur un sujet que tu ne connais pas, tu augmentes la probabilité de faire des faux pas, mais aussi la probabilité de dire des banalités que tout le monde aurait pu dire à ta place. Et donc de montrer à quel point tu es toi-même banal, tu es toi-même sans particularité, sans intérêt. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de parler, de créer des choses de qualité. L'exemple que j'ai envie de prendre ici, c'est un ami qui est sur YouTube depuis bien longtemps et qui s'appelle Jean-Yves Ponce. Jean-Yves Ponce, c'est un gars qui est passionné de mémoire. C'est quelqu'un qui est authentique dans ses vidéos et ça se voit, ça se sent. Et tu peux aller sur son site internet et sur la première page, tu vas voir une expérience qu'il a menée, une expérience qui semble incroyable. Cette expérience, c'est Jean-Yves, en direct à la télé, qui doit mémoriser des empreintes digitales et les lier au prénom et au visage de la personne à qui elles appartiennent. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que ça veut dire de différencier deux empreintes digitales, mais c'est extrêmement difficile. Va voir la vidéo sur le site de Jean-Yves et tu vas tout de suite te rendre compte que putain, ce mec est crédible. Et du coup, dans chaque vidéo, tous les conseils qu'il te donne sont tout de suite plus profonds, sont tout de suite plus posés, ont tout de suite une résonance qui est bien plus importante parce que tu te dis oui. Si Jean-Yves me le dit, c'est que ça compte. C'est pour moi l'importance d'avoir des mentors inspirants. Par exemple, si je te dis une banalité ou si le mec d'à côté te dit une banalité sur le mental est plus fort, il faut réussir à dépasser ses limites pour atteindre ses objectifs. Il faut réussir à se dépasser mentalement. Eh bah merci mon vieux, mais franchement tu m'as rien appris. Par contre, si une personne comme Mike Horn l'explorateur, Mike Horn, le grand homme qui a traversé l'Antarctique, qui a fait le tour du monde à pied au niveau de l'équateur et aussi en bateau, mais qui a dû traverser la jungle, qui a dû descendre l'Amazone en entier, quand cette personne-là te dit que le mental te permet de tenir, que le mental te permet d'atteindre tes objectifs, tout de suite, la crédibilité est différente. Tout simplement parce que son niveau de profondeur est différent, parce que les accomplissements qu'il a mettent du poids derrière ces mots. Parce que quand Mike Horn te dit que te dépasser mentalement c'est important, tu le visualises sur l'Arctique, avec ses skis, en train d'avancer pas par pas avec des vents glaciales par moins 40 degrés. Et tout de suite, ça a plus de résonance que si c'était un petit adolescent de 18 ans qui te disait depuis sa chambre comment te comporter et comment vivre ta vie. Le conseil suivant que j'ai à te donner, c'est de démontrer de la fiabilité. La fiabilité, c'est quelque chose d'extrêmement important. Pour tout te dire, cet épisode, je le tourne uniquement pour cette raison. Au moment où je te tourne cet épisode, on est samedi soir. Je suis dans un week-end avec ma famille, il y a ma copine, il y a toutes les raisons du monde pour faire en sorte que je ne tourne pas cet épisode et que je le sorte en retard et que je me dise « Bon, au fond, c'est pas si grave de louper une semaine. » Simplement, en loupant une semaine, je te montre que je ne suis pas fiable. Je te montre que je t'ai promis un épisode chaque semaine et que je n'arrive pas à tenir cette promesse. Une fois, ça peut aller. 2 fois, peut-être encore. Mais à chaque fois, je perds des points dans ton estime. À chaque fois, je te montre que je ne suis pas fiable. Et ça, c'est quelque chose qui est un drapeau rouge que les clients voient immédiatement. Une autre manière d'augmenter la fiabilité perçue, c'est d'avoir des témoignages clients. Ou d'avoir des clients qui deviennent réellement tes ambassadeurs. J'ai par exemple un de mes clients qui est entrepreneur et qui, pendant son coaching, en 3 mois, alors qu'on était en période de coronavirus, donc période très difficile pour beaucoup d'entreprises, a réussi à multiplier son chiffre d'affaires par 2,5, simplement grâce à notre coaching et à l'accompagnement que je lui ai fourni. Et donc évidemment, cette personne est maintenant un réel ambassadeur. Je veux dire, je vais dîner avec lui, il va essayer de montrer à tout le monde à quel point je suis génial. Et ça,
Ça, c'est important. Parce que si moi je ne dis pas, mais qu'un de mes clients dit à quel point je suis génial, là tout d'un coup, ça a une autre résonance. Je ne suis pas en train de dire « Oui, regardez-moi, regardez-moi ». C'est quelqu'un d'autre. C'est une personne extérieure qui dit « Lucien, je lui ai fait confiance et il m'a donné ce qu'il a promis ». Et ça a une valeur immense, ça montre ta fiabilité. Donc si tu peux avoir des témoignages clients, si tu peux avoir des gens qui parlent pour toi, c'est essentiel. L'attribut suivant que tu dois développer pour augmenter ton impact et ta crédibilité, c'est simplement d'être différent. Parce qu'être meilleur, ça ne se voit pas au premier regard. Être meilleur, ça ne se voit que sur la durée, et si les gens ont la patience de le remarquer. Par contre, être différent, sortir du lot, ça se voit immédiatement. Et sortir du lot, ça va te permettre quoi ? Ça va te permettre d'être visible et que les gens se rappellent de toi. Que la personne se dise « Oui, j'ai un problème de gestion du temps, c'est Lucien que je dois aller voir. » Moi, c'est toujours ça mon objectif. J'ai un problème de pouvoir et d'influence, c'est pouvoir et influence que je dois écouter. Aucun autre podcast, aucun autre livre. C'est là que je dois aller. Et c'est en créant cette différence que tu peux devenir exceptionnel. Une personne qui est complètement géniale pour réussir à se créer une différence, c'est Wim Hof. Wim Hof, c'est un mec qui a créé une méthode qui lui permet de contrôler son système nerveux autonome. Système nerveux autonome, ça veut dire le système nerveux que tu peux pas contrôler et lui il peut le contrôler. Donc déjà quand il dit ça, tout le monde a les yeux grands ouverts et bouche bée. Autre chose, il peut rester pendant plus de 2 heures dans un bain rempli de glaçons, sans avoir de brûlure, sans finir congelé, sans mourir. Alors que dans la croyance populaire, si tu restes dans le froid trop longtemps, non seulement tu attrapes un rhume, mais en plus, au bout d'un moment, tu finis par mourir. En montrant ces choses-là, en étant extrêmement graphique, en se plongeant sous la banquise, Wim Hof montre à quel point il est différent, à quel point il est efficace, et instantanément on se rappelle de lui. Je parle régulièrement de sa méthode parce que je la suis moi-même, enfin en tout cas je l'ai suivie, et je la suis beaucoup moins sérieusement maintenant, mais ça m'intéresse toujours. Et du coup j'ai souvent des discussions à propos de lui, et dès que j'en parle, j'ai un seul truc à dire. Et je dis, tu sais, c'est le mec qui se plonge dans des glaçons. Et instantanément, tout le monde sait de qui je parle. Donc si tu veux qu'on se souvienne de toi, si tu veux être exceptionnel, si tu veux avoir de la crédibilité, sois différent. Ne sois pas la pâle copie de ton mentor, ne sois personne d'autre que toi-même, personne d'autre qu'une personne différente. Avant-dernier attribut que tu dois développer, c'est la transparence calculée. On l'a vu dans l'épisode « Dissimuler vos intentions », donc je ne vais pas en reparler aujourd'hui, mais en tout cas je t'invite à écouter cet épisode de « Dissimule tes intentions » parce que ça va t'éclairer sur ce qu'est la transparence calculée et comment tu vas pouvoir l'utiliser pour améliorer ta réputation et ta crédibilité. Avant-dernière manière de créer des preuves cinglantes, c'est d'être un réel leader. Le réel leader, ce n'est pas la personne qui est derrière et qui dit « faites des pompes ». C'est le commandant qui, avec toi, fait les pompes. Qui dit « les gars, on va faire sans pompe, c'est parti !» Et le mec se met à faire des pompes. C'est pas la personne qui dit « bon allez, au boulot !» Ça, c'est pas un vrai leader. Le vrai leader, c'est celui qui te montre le chemin et qui fait le chemin avec toi. Qui est pas simplement en train de te donner des conseils, qui est pas simplement en train de te prouver par les mots, mais qui te prouve également par l'action. Un vrai leader que j'identifie aujourd'hui, c'est Victor Ferry. Victor Ferry, tu peux aller voir sa chaîne YouTube, il parle d'art rhétorique. Et sa thèse, c'est que les citoyens doivent prendre en main la rhétorique, doivent prendre en main les mots et la parole pour défendre les causes qui leur tiennent à cœur. Et lui, justement, la cause qui lui tient à cœur, c'est la rhétorique, c'est ce développement, c'est le fait que les personnes puissent elles-mêmes prendre la parole sur les causes qui leur tiennent à cœur pour pouvoir les défendre en public et pour pouvoir se développer. Et lui, en ayant sa chaîne YouTube, en s'exprimant chaque semaine, montre la voie. Il dit aux autres, allez-y, suivez-moi, faites la même chose, parlez, prenez la parole et avancez vos arguments. Il n'est pas là en train de dire, oui, en théorie, la meilleure manière de faire pour développer son avis, ce n'est certainement pas de manifester sur un rond-point, mais plutôt de s'exprimer avec élégance. Il n'est pas du tout dans ce mode-là. C'est pas un vieux théorique poussiéreux, c'est un mec de l'action, c'est un mec qui te montre, c'est un mec qui t'aide, c'est un mec qui t'épaule, et qui est là avec toi, dans le même combat, dans la même démarche. Et ça, c'est inspirant, ça, c'est un leader. Et ça, on se dit, oui, j'ai envie de le suivre, oui, j'ai envie que lui me conseille, parce que lui, il a les mains dans le cambouis, il est crédible.
La toute dernière étape que je veux te donner, c'est peut-être l'étape qui va te paraître la plus évidente, mais c'est pourtant la plus fondamentale. Cette étape, c'est de connaître les personnes que tu veux convaincre. De connaître ces personnes pour savoir quel argument va résonner avec eux. Si par exemple ton public est ingénieur, évite les preuves trop émotionnelles. Si ton public à l'inverse est hypersensible, évite les équations mathématiques. Fais en sorte de montrer d'une manière qui parle aux gens que tu souhaites convaincre. Fais en sorte d'être en accord avec ton public. Fais en sorte que les personnes que tu veux toucher soient réellement impactées par ton message. Par exemple, Wim Hof, en se plongeant dans un bain de glaçons et en y restant 2 heures, il ne s'adresse pas à la personne qui fait du yoga et qui veut occasionnellement être un petit peu au frais et se sentir un petit peu mieux. Il s'adresse à des performeurs. Il s'adresse à des personnes qui veulent aller plus loin, qui veulent repousser leurs limites. Parce qu'il fait des choses extrêmes. S'il souhaitait convaincre la personne débutante qui fait 1 heure de yoga par semaine, il devrait y aller bien plus doucement, en disant « Regardez, j'arrive à prendre une douche froide, et puis voilà, ça suffirait ». Mais non, il a cette position parce qu'il sait que ça va convaincre les personnes que lui cherche à ramener dans sa bande, que lui cherche à ramener parce que ce sera des ambassadeurs, des gens qui prennent des bains glacés, des bains pleins de glaçons. Évidemment, c'est éloquent. Si je te dis j'ai pris un bain plein de glaçons, tu veux me demander mais comment t'as fait? Combien de temps t'es resté? Comment ça s'est passé? T'as 1000 questions qui te viennent en tête. Et ça, c'est un pur argument marketing et Wim Hof le maîtrise très bien. Donc la recommandation que j'ai pour toi, c'est bien sûr de suivre les recommandations de cet épisode. Ça te permettra non seulement de mieux vendre, ça te permettra d'augmenter ta réputation et puis aussi d'augmenter la confiance que les gens te donnent. Et cette confiance, je pense que tu l'as remarqué dans cet épisode, elle sera non seulement construite par toi parce que tu auras eu la bonne démarche pour te faire remarquer, mais elle sera aussi réelle parce que tu auras développé des caractéristiques qui font que tu deviens meilleur. Le but, c'est pas uniquement de mieux repeindre à la façade, c'est d'être meilleur à l'extérieur comme à l'intérieur. En conclusion de ce podcast, j'ai envie qu'à chaque fois que tu t'apprêtes à entrer dans un débat, tu prennes un temps de pause. Que tu te demandes, est-ce la meilleure utilisation de mon énergie? N'aurais-je pas la possibilité de prouver ce que j'avance autrement qu'en débattant? Et si tu as besoin de débattre, demande-toi si tu ne manques pas de développement sur certains des points dont on a parlé. Parce que finalement, Wim Hof, si tu lui dis « Oui mais non, ce n'est pas possible de rester 2 heures dans l'eau congelée », il te montrera une vidéo en te disant « Regarde, je l'ai fait ». Et là, tout débat se termine et devient inutile. C'est maintenant la fin de cet épisode et je t'invite à partager l'épisode et le podcast à un ami qui fait du travail de qualité et qui devrait développer son influence pour pouvoir le promouvoir plus efficacement. Note le podcast 5 étoiles avec un commentaire pour dire ce que tu as aimé si tu veux continuer à écouter Pouvoir et Influence chaque semaine. Et pour ne rien louper de la suite de ta formation continue en pouvoir et en influence, abonne-toi à la newsletter sur pouvoir-influence.fr. Prends soin de toi. Bye.